that man I love wouldn't go nowhere, nowhere. I gotta say, Louis Blue's just as blue as I can be. That man got a heart like a rock cast in the sea, or else he would not have gone so far from me. That man got a heart like a rock cast in the sea. Qu'est-ce qu'on pense quand on est face à une œuvre d'art ? Précédemment, nous avons vu comment l'art de masse avait rendu possible une propagande omniprésente médiatiquement et publiquement, et comment la politisation de l'art était une réponse possible à l'esthétisation du politique, autrement dit le fascisme, selon les théories de Walter Benjamin. Il est vrai que l'art est souvent considéré également comme quelque chose qui permet de s'élever spirituellement ou intellectuellement. Dans nos écoles primaires, nous apprenons les fables de La Fontaine, caractérisées par leur sens de la moralité et leur caractère éthique. Comme quoi, pas besoin d'être dans une société de consommation pour que l'art ait déjà en tant que tel une portée politique. Rien que sur les exemples ultra classiques de notre scolarité comme les fables évoquées précédemment, ou même le Candide de Voltaire, l'idée que l'art nous donne à penser, à prendre du recul, à réfléchir, a plutôt bon dos. On dira alors que l'art a pour but de faire voir, c'est-à-dire rendre visible quelque chose qui ne l'était pas, soit parce que c'est quelque chose de spirituel, soit parce que c'est quelque chose qu'on nous cache délibérément pour des raisons politiques, comme les abus de pouvoir, soit parce que c'est quelque chose que l'on ne voit plus à force de passer devant à cause de sa banalité. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est, dans un monde où l'image est omniprésente, comment l'art peut-il encore nous faire voir quelque chose ? Dans un monde bruyant, comment peut-il nous faire entendre quelque chose ? Il est vrai que pour nous faire voir quelque chose, il est préférable qu'on accorde toute notre attention à un objet. Pour ça, l'art est formidable. Quand on va à un concert, on est à 100% présent au spectacle. Quand on va dans un musée, on donne toute notre attention aux œuvres exposées. C'est un moment assez unique dans notre existence, nous acceptons même parfois d'être malmenés, d'entendre ou de voir des choses désagréables. Par exemple, au cinéma, on accepte d'être témoin d'un meurtre et complice par procuration, même si c'est pour de faux. Faisons un bond en arrière et revenons à nos fondamentaux. Platon. Pour notre athlète préféré, le plaisir suprême est dans la contemplation de l'éternel. Or, qu'est-ce qui est éternel ? La beauté, mais pas n'importe laquelle. L'idée de beauté. C'est-à-dire qu'on peut observer de belles choses dans le monde. Mais ce qui est un vrai plaisir pour Platon, c'est que ces belles choses nous rappellent qu'il existe la beauté en absolu, l'idée de beauté. Et c'est cette idée qui est plus parfaite et plus belle. L'art, quant à lui, se tourne bien plus vers un plaisir sensible qu'intellectuel. Pour Platon, l'art est une imitation de la nature. Or, l'imitation, le simulacre, ça rappelle les ombres de la caverne. Et à trop regarder des imitations, on en finit par se détourner de la beauté véritable. Platon préférera donc les œuvres d'art qui ont pour but l'instruction, les idées, la contemplation spirituelle et intellectuelle. Faisons un nouveau bond dans le temps et renversons la formule. Pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, en Occident, nous sommes restés attachés à l'idée qu'une œuvre d'art était une imitation d'une belle chose. Les belles choses telles qu'elles sont données dans la nature, les arbres, les paysages, les corps, tout ce que vous voulez. Mais à partir d'un moment, la formule va tendre à se renverser. C'est notamment le philosophe et poète allemand Goethe qui va s'éloigner de cette idée, en mettant le style de l'artiste au centre de la création artistique et non plus l'objet représenté. En d'autres termes, c'est la façon dont l'objet est représenté qui va primer et non plus l'objet en tant que tel. Tu vois, là je réponds clair, clair et rapide. Alors j'ai honte, c'est trop sommaire. Un style, il me semblait composé de deux choses. On fait subir à la langue dans laquelle on parle et on écrit, on fait subir un certain traitement à cette langue.
Pas un traitement artificiel, volontaire, etc. C'est un traitement qui mobilise tout, la volonté de l'auteur, mais aussi ses envies, ses désirs, ses besoins, ses nécessités. On fait subir à la langue un traitement syntaxique, original. Et moi, je ne sors pas de la formule si belle de Proust. Les chefs-d'œuvre sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. Un styliste, c'est quelqu'un qui crée dans sa langue une langue étrangère. C'est vrai de Céline, c'est vrai de Peggy, c'est vrai de... Bon, c'est à ça qu'on reconnaît un styliste. Et deuxièmement, en même temps que le premier aspect, à savoir, on fait subir à la syntaxe un traitement déformateur, contorsionnant, mais nécessaire, qui constitue comme une langue étrangère dans la langue dans laquelle on écrit, eh bien, en même temps, le deuxième point, c'est que par là même, on pousse cette fois-ci tout le langage jusqu'à une espèce de limite. La limite le bord qui le sépare de la musique. On produit une espèce de musique. Bon, eh ben, si on réussit ces deux choses-là, et s'il y a nécessité pour le faire, c'est un style. À la suite de Goethe, Kant aura la formule « L'art est la belle représentation d'une chose et non la représentation d'une belle chose ». Donc, si le rôle de l'artiste est bien de faire voir les choses, ça peut tout à fait passer dans la description ou la révélation d'un élément qui peut être au premier abord repoussant, mais magnifié d'une certaine façon pour lui restituer son aura. Ce sont vraiment des chroniques sociales dans le sens où nous, on se définissait comme des sortes de journalistes du quartier, on décrivait ce qu'on voyait, on donnait notre avis dessus, mais il n'y avait pas de pensée, de philosophie, de dogme. Tu sais que tu dis tout haut ce que certains pensent tout bas. Et il y a besoin de ça dans la société, malgré tout. Notre but à nous, c'était de faire réfléchir autant les gens des quartiers, mais surtout aussi à faire des quartiers. C'est pas que les quartiers, c'est les gens qui sont dans le besoin, c'est etc., etc. Mais aussi faire comprendre aussi à nos élus, aux gens qui sont à la tête de tout ce système, qu'il y a des gens qui existent et que c'est eux qui les élisent. Reste notre premier problème. Comment faire pour faire voir quelque chose dans un monde où l'image est si omniprésente ? Pour cela, nous pouvons émettre quelques hypothèses. D'abord, la profusion d'images n'a pas nécessairement pour but de montrer des choses très diverses. On peut imaginer que cet amoncellement d'images a pour but d'en cacher d'autres. En analysant ce qui est montré, on peut réussir à discerner ce qui est caché et donc entreprendre à nouveau de le faire voir. On peut même pousser le concept plus loin en disant que la quotidienneté et la banalité étant de plus en plus présentes dans nos vies à cause de la profusion d'informations et d'objets, c'est le rôle de l'artiste de redonner aux objets du quotidien leur aura, leur flamboyance. C'est ce que proposera Georges Perec, par exemple. On peut donc dire que le rôle de l'art, d'un point de vue individuel comme social, est essentiel, de par sa fonction éducatrice, élévatrice de l'esprit ou dangereuse à cause de la propagande. Nous verrons dans une dernière partie de cet axe comment il peut avoir un rôle social décisif et même religieux. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion.